Chapitre 29. Anna resta de longs mois à l'hôpital. Un jour, une religieuse lui annonça qu'elle avait une visite. Grâce à des gens généreux qui avaient fait des dons de vêtements, tous les patients étaient habillés correctement. Ce jour-là, Anna portait une robe fraîchement repassée qui montrait combien sa silhouette avait changé au cours des derniers mois. Ses jambes s'étaient galbées et allongées, et elle avait retrouvé sa chevelure brillante. Derrière la religieuse, il y avait Otto Frank, le père d'Anne. Anna n'en croyait pas ses yeux. Vos filles sont vivantes s'écria-t-elle. Le visage d'Otto Frank devint couleur de cendre. Anna lui apprit qu'elle avait parlé à Anne à Bergen-Belsen peu avant de quitter le camp. Anne tenait encore le coup, même si Margot était très malade. Calmement, il raconta à son tour qu'il avait longuement gardé espoir, mais il avait reçu une lettre d'une femme qui avait connu ses filles à Bergen-Belsen. Anne et Margot n'avaient pas survécu. Ils s'assirent l'un près de l'autre. C'est tellement injuste, pensa Anna. Il ne restait plus que quelques semaines avant la fin de la guerre quand elle s'était parlé. Si Anne avait su que son père était vivant, elle aurait trouvé la force de résister jusqu'à la libération du camp. Anna en était certaine. Monsieur Frank lui dit qu'il avait lu son nom sur une liste de survivants. Il avait également vu Jacques à Amsterdam, elle allait bien. Il n'avait aucune nouvelle d'Ils ni de Sanne. Il savait seulement qu'elles avaient été déportées. Il lui avait fallu 8 heures pour aller d'Amsterdam à Maastricht, au lieu d'1 heure et demie par le passé, tant l'état des transports était désastreux. En septembre, Anna était encore très malade. On la transféra de l'hôpital de Maastricht au Joodse Hospital d'Amsterdam. Ce grand bâtiment appartenait aux Juifs de la ville. Les nazis le leur avaient confisqué, mais ils l'avaient récupéré après la guerre. Certains étages étaient réservés aux patients, d'autres aux orphelins. Elle revit la famille Heilbutt. Gaby était dans un orphelinat tout proche et se remettait bien. Jacques lui rendit visite, ainsi que Letz Willens, une amie de l'école, qui lui apporta des photos, dont une du dernier anniversaire d'Anne Frank. Madame Goudsmit vint également. Elle lui remit un album de photos qu'elle avait récupéré chez les Gosselin et soigneusement conservé. Pour Anna, c'était un cadeau inestimable. Elle remercia aussi leur voisine pour le livre sur Florence Nightingale qu'elle lui avait envoyé au camp de Westerbork. Elle était encore trop mal portante pour se rendre dans son ancien quartier. De toute façon, elle n'en avait guère envie. On lui avait dit qu'après leur départ en déportation, les Allemands avaient raflé tous leurs biens pour les envoyer en Allemagne. Des gens s'étaient installés dans leur appartement, la guerre était terminée, mais ils étaient toujours là. Elle apprit qu'Alfred Bloch avait été déporté au camp de Mauthausen et qu'on n'avait plus jamais entendu parler de lui. Sanne et Ilse, comme Anne, Margot et Madame Frank, n'étaient pas revenues elles non plus. Chaque jour qui passait, la liste des victimes assassinées s'allongeait. Monsieur Frank lui rendait souvent visite. Lorsque Anna venait dîner chez eux avant la guerre, Anne et elle aimaient le regarder verser la bière dans son verre. Elles retenaient leur souffle dans l'espoir que la mousse déborde, mais cela ne se produisait jamais. Quand ils évoquaient ces moments-là, les joues de monsieur Frank s'empourpraient d'émotion. L'état de santé de Anna exigeait une longue convalescence. Monsieur Frank se débrouilla pour la faire admettre dans un sanatorium en Suisse. Comme leur oncle, l'unique membre survivant de la famille, vivait là-bas, il était possible d'obtenir des papiers pour Gaby et elle.